On va donc passer aux questions du public. Alors il y a Vincent ici et Romain ici qui ont des micros. Vous levez la main, on va prendre la première question. Et s'il y a des questions en rapport avec le même thème, on les regroupera pour que Monsieur le Premier ministre puisse faire une réponse globale. Donc il y a une main qui s'est levée là. Ah d'accord. Redouane El Amrani, prof permanent ici à Reims Management School. Je tiens tout d'abord à féliciter les étudiants pour cette organisation très réussie. Et je remercie également M. Jospin de venir partager son expérience avec nous. J'ai une question précise par rapport aux universités françaises et au classement mondial des universités au niveau international. Et la question est liée au projet d'autonomie qui a été voté par la droite il y a 2-3 ans. Et ce projet d'autonomie est en train d'asphyxier les universités françaises qui risquent de disparaître, pas à moyen terme ou à long terme, mais vraiment à court terme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette autonomie de gestion des universités? Sinon, est-ce qu'il y a une autre alternative à proposer dans le cadre de projet de François Hollande pour 2012? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux universités en France ou une pour pouvoir les regrouper? Oula. Là-bas, il y a une question. Bonsoir. Alors moi j'ai une question liée aux universités mais aussi aux écoles de commerce. Par exemple Eva Joly qui va être alliée de la gauche, qui veut fermer les écoles de commerce. Je ne sais pas ce qu'elle veut mettre à la place après. Et puis du coup ma question c'est que François Hollande qui juge que son ennemi principal c'est la finance, alors que 50% de la promo des écoles de commerce travaille dans la finance. Et puis la gauche, donc en général, on a l'impression que la gauche est contre les écoles de commerce, contre ce système élitiste. Et qu'est-ce que la gauche peut proposer à la place des écoles de commerce et la finance? Merci. Si la gauche était opposée aux écoles de commerce, à supposer que vous vous appeliez toujours école de commerce, alors que vous êtes une école de management, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas ce que je ferais ici. Donc, j'ai été faire rencontre de ce type à HEC, j'ai été dans d'autres écoles. Je ne peux pas commenter la campagne d'Eva Joly, je n'avais même pas entendu de sa bouche, mais peut-être est-ce vrai, qu'elle voulait fermer les écoles de commerce. En tout cas, je n'ai jamais entendu dire que la gauche veut en rien fermer les écoles de commerce. Donc vous pouvez être rassuré, quoi qu'il se passe en mai, vous pourrez finir votre cursus. Plus... non pas plus difficile, mais plus intéressante peut-être être l'allusion à la finance. Mais il faudrait peut-être relier ça moins aux questions universitaires qu'aux questions de la crise. Je pense que la formule de François Hollande est un raccourci, mais un raccourci qui rend bien compte de la réalité. La grande crise des années 30, et pardonnez-moi, je vais m'évader un peu, mais la grande crise des années 30 a été quand même une crise dont l'essentiel des causes ont été exogènes. Ça a été la guerre de 14-18, ça a été la révolution russe de 1917, ça a été la montée des fascismes à partir de l'Italie dans les années 20, ça a été, avec la guerre et les conséquences de la guerre, la compartimentation en blocs antagonistes commerciaux des économies importantes de l'époque. Et la crise économique et financière, qui n'a peut-être pas la même ampleur, mais qui est certainement la plus importante depuis la crise des années 30, à laquelle nous assistons et à laquelle nous sommes confrontés, est une crise endogène. Elle n'a pas été produite par des chocs historiques, par des grands mouvements sociaux,
par des révolutions politiques, par des guerres, elle a été produite par les dérives même du système économique tel qu'il paraissait fonctionner normalement. L'ensemble des transactions financières et monétaires dans le monde représente 50 fois plus que le PIB mondial, c'est-à-dire 50 fois plus que l'économie réelle. Il y a une disproportion majeure entre la sphère financière et l'économie réelle, cette sphère financière étant elle-même non seulement hypertrophiée, mais dérégulée. Et donc si nous ne mettons pas à la fois le regard, puis les mesures en direction de cette financiarisation de l'économie, nous aurons du mal à vaincre la crise. Alors après, on peut dire les pays émergents s'en sortent mieux, on peut examiner pourquoi. La vieille Europe a du mal, on peut examiner pourquoi. Mais il y a ce phénomène fondamental. Dans ce sens, ce que vous me dites sur la moitié, à supposer que ce soit vrai, hein, je ne mets pas en cause ce que vous me dites, bien sûr, mais je n'ai pas d'éléments pour ce qui me concerne, mais à supposer que la moitié des étudiants d'une école de commerce aillent dans la finance, qu'est-ce que c'est sinon un signe de la financiarisation même dont nous parlons? Est-ce qu'on doit considérer que parce que, si c'est vrai, 30% d'une école de commerce vont dans la finance, que ça veut dire qu'il ne faut pas toucher à la finance et qu'il ne faut pas rétablir un rapport réel entre une activité qui est destinée en principe, même si elle a sa propre fin bien sûr, c'est normal, mais qui est destinée en principe à servir l'économie, est-ce qu'il ne faut pas rétablir un certain équilibre? Est-ce qu'il ne faut pas éviter que les taux de profit demandés, des taux de rentabilité demandés aux entreprises qui dépassent souvent des taux à 2 chiffres, que ces taux de profit soient réduits si on veut que les entreprises puissent vivre, qu'elles ne soient pas obligées de délocaliser ou de ne pas trop pressurer la masse salariale. Alors, toutes ces questions doivent être posées à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Et c'est ce que j'ai compris de l'intervention de François Hollande. Donc, le fait que la moitié des étudiants d'une école de commerce aillent dans la finance, si c'est vrai, et non pas soit vers des activités productrices, soit vers des activités de services, mais de services non financières, est un signe de, effectivement, ce qu'il faut désigner et, à mon sens, changer. Il y a eu, après-guerre, à partir des années 50, un cycle qu'on va appeler keynésien, tiré des leçons de la crise des années 30, et qui a duré environ 30 ans, et qui s'est achevé au début des années 80, et qui avait atteint ses limites, avec l'intervention de l'État, avec des réglementations excessives, avec des problèmes d'état de welfare, avec des problèmes d'excès des réglementations. Mais à partir des années 80 a commencé un autre cycle, et nous sommes au bout des 30 ans pratiquement, en 2010, et ce cycle, lui, a été un cycle de dérégulation et de financiarisation dont, à mon sens, il faut modifier, sinon le terme, en tout cas les termes. Alors voilà comment je réponds à votre question sur les 30% d'étudiants. Je pense que si, collectivement, les nations, les États, les organisations internationales rééquilibrent sur les années qui viennent le système, eh bien les étudiants des écoles de commerce, eh bien il y en aura moins dans la finance, il y en aura plus dans d'autres types d'activités. Les universités. Moi, je ne suis pas du tout hostile à l'autonomie des universités. Et lorsque j'étais ministre de l'Éducation, j'avais mis en place un système dit de contractualisation entre les grands établissements d'enseignement supérieur, les grandes écoles, les universités, les écoles de commerce par exemple, et l'État dans ses missions. Que l'on donne davantage d'autonomie aux universités ne me choque pas. Après, il faut regarder, comment dirais-je, la structure de cette économie, de cette autonomie, mais je pense que l'erreur du gouvernement, c'est de faire des pas dans l'autonomie des universités au moment où en même temps il réduit ses moyens. Car toute expérience nouvelle a besoin d'être faite dans des conditions matérielles qui sont satisfaisantes. Alors si l'autonomie c'est l'appauvrissement, je pense que ça n'est pas une bonne voie. Sinon, en soi, je ne suis pas choqué à condition que l'État, lui, continue à remplir sa mission envers l'enseignement supérieur français,
dont on sait qu'il sera décisif dans la bataille. Et de ce point de vue, effectivement, les classements de nos grands établissements ne sont pas satisfaisants, même si parfois les critères peuvent être discutés dans ces classements. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va prendre une autre question sur un autre sujet. Bonsoir à tous, Guillaume Berling, étudiant en 16e franco-allemand. Ma question donc c'est toujours sur le sujet de la finance. Elle est toute bête. François Hollande dit vouloir donc changer ce système financier. Nous sommes 65 millions de Français, c'est beaucoup, mais par rapport à 7 milliards d'hommes, à mon avis, c'est pas suffisant. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité aux Français que les politiques, face au marché financier, ne peuvent plus, aujourd'hui en 2012, changer les choses et donc rétablir un peu de vérité et arrêter un peu ce discours électoraliste de dire on va changer la finance mondiale, nous, petits Français. Merci. Si vous voulez. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore par rapport à la finance, au système financier? Je vois une main qui se lève là-bas. Il n'y en aura pas d'autres? Comme ça, Monsieur le Premier ministre pourra faire une réponse globale. Bonsoir, Hugo Nazam. C'est pour reprendre la question de Surgite au niveau du chiffre. J'ai revérifié hier soir, c'est bien ça, si en fait on y adjoint l'audit. Car je pense qu'il y a un danger sémantique que vous ne prenez pas assez en compte. Il existe des métiers dans la finance réelle, notamment l'audit, qui permet de faire fonctionner les entreprises et de faire fonctionner le système. Et les stigmatiser au même titre que finalement la finance de marché, qui certes pour une partie est dérégulée, me paraît dangereuse et là aussi un peu électoraliste, voire un peu populiste. Merci. Autant je disais qu'il fallait sans doute relativiser la dégradation de la note financière de la France, autant je pense qu'il est intéressant de voir les motivations de la décision de Standard & Poor's telles qu'elle les a présentées. Car certes, cette agence, nullement infaillible, on le sait, on l'a vu avec la crise des subprimes, certes cette agence a mis en cause les déficits publics français, la montée de la dette, donc s'est préoccupée des équilibres, mais elle a en même temps dit que le risque pour la France d'entrer, qui est en récession, de voir poursuivre la récession, était aussi un des motifs de sa prise de décision. Et ce qui me frappe moi-même, c'est que les marchés, dans les signaux qu'ils envoient, on l'a vu à propos des crises concernant la dette, ou concernant l'Espagne, ou concernant le Portugal, par exemple, ils envoient en même temps ce double signal. C'est-à-dire que d'un côté, ils s'inquiètent contre les déficits publics, contre la montée de l'endettement, et en même temps, ils poussent donc les gouvernements à des programmes, on va dire, d'austérité. Et en même temps, si ces programmes d'austérité, comme en Grèce, même s'il y a des tas d'autres éléments en Grèce qui jouent, mais si ces programmes d'austérité ne semblent pas sortir ces pays de la dépression, alors ils s'inquiètent parce que les marchés, ils ont aussi le souci que de l'activité économique, des occasions de profit, des occasions de rentabilité. Et donc il faut bien comprendre qu'il y a ce double message. Et quel que soit le président ou la présidente, puisqu'après tout il y a des candidates, et le gouvernement qui sortiront des élections de mai, le problème en France, dans d'autres pays, le problème pour l'Europe est d'essayer de trouver un cheminement entre la nécessaire maîtrise des équilibres publics et la nécessaire possibilité de retrouver une croissance, parce que si on n'a pas de croissance, on ne peut pas rétablir les équilibres publics. Et donc c'est ce cheminement de politique économique que les autorités auront à conduire. Alors on peut dire évidemment que nous sommes petits Français de 65 millions d'habitants. Je répondrai que ces problèmes, ils se posent dans d'autres pays. Si M. Cameron, qui est un conservateur, propose un projet, s'apprête à proposer un projet de loi visant à distinguer les activités de dépôt et les activités directement financières
des banques, si cette mesure est préconisée par le président Obama, c'est que ces mêmes problèmes de maîtrise du secteur financier, ils existent dans la plupart des pays. Alors on peut aussi dire que rien n'est possible pour les responsables politiques, auquel cas il faut faire les élections à la bourse. Il faut supprimer les élections, il faut supprimer le système représentatif, il faut supprimer la démocratie, il faut laisser les marchés réguler la vie non seulement financière, mais la vie économique, mais la vie sociale, pourquoi pas la vie culturelle, pourquoi pas la vie éthique ou morale de nos sociétés. Donc les responsables politiques ne doivent pas s'exagérer leurs moyens d'agir, mais ils ont vocation, notamment à l'occasion d'une grande élection présidentielle, et le président Sarkozy, s'il est candidat, ce qui est assez vraisemblable, le fera à sa façon, avec ses arguments. François Hollande le fera également, d'autres candidats à gauche et à droite le feront, mais ils ont vocation à présenter devant le peuple des perspectives. Et ils le font d'abord en France, parce que l'élection présidentielle, elle a lieu en France. Donc c'est bien aux 65 millions de Français et aux électeurs français que ces responsables politiques vont s'adresser. Les moyens d'agir existent. Ils existent au plan national et un certain nombre d'entre eux doivent résulter effectivement de décisions prises au niveau intergouvernemental ou prises sous l'égide d'un certain nombre d'institutions internationales, qu'elles soient des institutions internationales officielles, comme le FMI par exemple, ou qu'elles soient des institutions internationales officieuses, comme par exemple le comité de Bâle, si vous voulez. Donc il ne faut pas absolument, il ne faut pas renoncer à l'idée qu'une régulation est possible. Les G20, si vous les prenez dans l'ordre, ils ont fait les diagnostics à propos des marchés spéculatifs, à propos des produits dérivés, à propos des centres offshore. Ils ont fait des diagnostics. Le problème a été celui du passage à l'acte, mais les diagnostics, ils ont été clairement écrits en 2008, 2009, lors des premiers G20. La volonté qui s'est exprimée à ce moment-là s'est enlisée. Un transfert s'est fait de la crise financière vers la crise des dettes souveraines, mais en partie, pas seulement en raison des politiques menées peut-être pendant trop longtemps par les États, mais aussi en raison du fait que les États ont dû payer eux-mêmes, endettés, s'endetter, pour venir au secours du système financier. Donc, quand le système financier a failli exploser, vers qui se sont tournés les banques, les sociétés d'investissement, les sociétés d'assurance, si ce n'est vers les États? Quelles ont été les autorités qui avaient le moyen d'intervenir, de lever de l'argent, y compris évidemment en le demandant aux contribuables, sinon par l'impôt, en tout cas par la dette? C'est bien vers les organisations internationales et vers les États souverains que s'est tourné le système financier. Il ne s'est pas régulé, il ne s'est pas autorégulé, il ne s'est pas sauvé lui-même. Donc, soyez financiers, si c'est dans ce sens que vous orientez votre activité économique, mais n'oubliez pas non plus d'être citoyen. On va prendre une nouvelle question. Il y a une main là-bas, ici. Bonjour Monsieur Jospin. Vous étiez au pouvoir quand on a fait l'euro sans faire l'Europe. Aujourd'hui, c'est en grande partie de ça dont souffre la France. La contagion de la crise, l'incapacité à revenir à l'équilibre budgétaire, la rigueur dont vont souffrir beaucoup de Français. Tout ça est imputable à l'absence d'un État fédéral européen. La vocation de l'euro, c'était de faire l'union politique, pas de faire la rigueur. J'aurais voulu savoir pourquoi vous n'êtes pas allé dans ce sens alors que vous aviez l'Assemblée derrière vous et l'héritage de Mitterrand. En gros, j'aimerais que vous rendiez des comptes à ce sujet. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'euro avant la réponse? Bonsoir monsieur, moi j'ai deux questions. D'abord sur ce que l'on vient de dire. Tout d'abord sur le fait que les États sont venus au secours des banques.
En France, ça a été moins le cas, mais surtout aux États-Unis. Je pense qu'on pourrait quand même dire que les torts sont quelque part partagés, parce que ce sont surtout les États qui ont insisté auprès des banques pour que l'on prête de l'argent à des personnes qui ne seraient pas capables de rembourser ces emprunts. Deuxièmement, on parle de l'équilibre du déficit, qu'il faut équilibrer les déficits. Et c'est une mission auquel le gouvernement actuel essaie de mettre en place. Mais par exemple, on a vu il y a quelques mois que le gouvernement Fillon voulait mettre en place une règle d'or dans la Constitution, ce qui a été fait également en Allemagne par le gouvernement de Mme Merkel, avec l'accord de la gauche allemande. Comment se fait-il que en France, on ne soit pas capable, la gauche et la droite ne soient pas capables, dans des cas d'extrême urgence comme ce que l'on vit actuellement, de trouver des accords, notamment sur cette règle d'or dans la Constitution? On peut peut-être prendre une troisième question sur les sujets monétaires. Bonsoir monsieur. Alors moi je voudrais revenir à la question de l'euro. En fait ce que je voudrais savoir est très simple. Dans le contexte actuel économique de crise, mais aussi avec la dégradation des notes de certains pays, j'aimerais savoir, on entend beaucoup parler d'une remise en question de l'Europe et de notre monnaie unique. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez en une Europe forte, une monnaie forte ? On peut prendre une dernière question sur ce sujet. Bonsoir. Donc ma question c'est par rapport à la dette de l'État. Je me demandais si, monsieur le ministre, vous pensiez que reprendre la planche à billets serait peut-être une solution pour limiter les intérêts, en fait, parce qu'on sait que les intérêts aujourd'hui sont des dizaines de milliards pour l'État. Pourquoi est-ce que l'État ne fabriquerait pas sa monnaie lui-même? Voilà, peut-être un retour en arrière, mais c'est une question que plusieurs candidats se posent et je me demandais pourquoi est-ce que ce ne serait pas une solution. Merci. La règle d'or. Mais la règle d'or, elle existe. Ce sont les critères de Maastricht. Vous ne devez pas dépasser 3% du PIB pour vos comptes publics, État, collectivité locale, sécurité sociale. Votre endettement ne doit pas dépasser 60% du PIB. Et puis, il y a deux autres critères sur le taux d'inflation. Je ne sais plus quel est le quatrième, mais les deux essentiels sont ceux dont je viens de parler. Quand je suis arrivé au gouvernement en 1997, le déficit public de la France était de 4,6% du PIB. Nous étions en dessous des critères de Maastricht et il fallait qualifier la France, redescendre en dessous de 30%. J'ai vu le président de la commission, qui était d'abord M. Santer, puis ensuite M. Prodi, avec le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, et nous lui avons dit, nous voulons respecter les équilibres de Maastricht, nous voulons qualifier le franc pour l'euro, mais nous n'allons pas le faire en un an, parce que nous ne voulons pas casser la croissance, nous allons le faire progressivement sur 2 ou 3 ans. Et nous sommes passés en dessous des 3% du PIB. Pendant la période où j'ai été au gouvernement, la dette, non pas en chiffre absolu, puisque nous continuons à avoir des déficits budgétaires, donc on faisait de la dette, mais la dette française en pourcentage du PIB a baissé. Regardez les statistiques. Vous verrez la montée de la dette dans les gouvernements qui m'ont précédé, la stabilisation et la légère baisse de la dette en pourcentage du PIB entre 1997 et 2002, de 59 à 57%, en dessous des 60%, et puis la montée à nouveau de la dette, avant même la crise,
laquelle a aidé évidemment à l'explosion de la dette aujourd'hui, qui est à hauteur de 90%. Et il faut reconnaître que la crise y est pour quelque chose, même si elle n'explique pas tout. Donc, ce que je veux vous expliquer simplement, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre une règle d'or dans une constitution. Les constitutions, enfin écoutez, les constitutions, c'est le pacte autour duquel se construit une communauté nationale et se règlent les rapports entre les institutions. Ce n'est pas fait pour la politique budgétaire, pour la politique monétaire. Donc, regardez la Constitution 58, amendée 62. Mais on n'a pas besoin de mettre une règle d'or dans la Constitution puisqu'il suffit de respecter les critères de Maastricht. Et après 2007, c'est ensemble que la France et l'Allemagne ont décidé de s'affranchir, les deux pays leaders, de s'affranchir des critères de Maastricht. Si vous instituez une règle d'or, même dans la Constitution, indépendamment de ce que je viens de vous dire sur ce que c'est le texte fondamental d'une république, qui n'est pas faite pour des questions de politique monétaire ou de politique budgétaire, qu'est-ce que ça change? Si vous ne respectez pas les critères de Maastricht, vous pouvez aussi ne pas respecter la règle d'or. Je vous rappelle qu'en Europe, dans le droit européen, les traités internationaux européens ont une force juridique plus forte que les textes nationaux. Donc le traité de Maastricht a une force plus importante que ne l'aurait une règle d'or introduite dans la Constitution. Et si on ne respecte pas la règle supérieure, pourquoi respecterait-on la règle inférieure? Donc le problème n'est pas une règle d'or. C'était une offensive de caractère politique pour obliger les socialistes soit à dire qu'ils approuvaient le gouvernement, soit qu'ils n'étaient pas responsables. Mais qu'on regarde les gestions des uns et des autres, historiquement, en matière de dette ou en matière de déficit public. Et on aura une réponse sur les questions de responsabilité. Mais en tout état de cause, il ne suffit pas de mettre un texte ou une règle dans la Constitution pour que, automatiquement, ça change la réalité économique et financière. Donc le problème n'est pas telle ou telle règle à tel ou tel endroit, c'est lorsque des règles sont fixées et elles existent pour valider la valeur de la monnaie, eh bien, c'est qu'effectivement, ces règles, on les respecte. Et si on a dû s'en éloigner en raison des circonstances, et ça, je peux le comprendre, et je ne jette pas la pierre aux autorités actuelles, eh bien, c'est qu'au moins on fasse l'effort d'aller vers elles, d'aller vers un rétablissement, sans règle d'or ou avec règle d'or. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à une autre question qui a été posée, c'est que je ne crois pas qu'aujourd'hui, la crise en Europe soit une crise de l'euro. Ce n'est pas une crise de l'euro. L'euro, si c'était une crise de l'euro, enfin, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une menace d'explosion, c'est un autre problème, je ne le traite pas dans l'immédiat. Mais en tant que monnaie, si c'était le problème de la faiblesse de l'euro qui était en cause, ben, il baisserait par rapport aux autres monnaies ou par rapport au dollar, ce qui n'est pas le cas. Il ne tend pas à monter actuellement, effectivement, et d'ailleurs, ça a quelques avantages. Donc le problème n'est pas le problème de l'euro, il est le problème des dettes souveraines. Et quand Mme Le Pen dit qu'il faudrait tout simplement sortir de l'euro, revenir au franc pour régler les problèmes. Mais si le système de l'euro explosait, ben qu'est-ce qu'on aurait? On aurait des cascades de dévaluation. On aurait des luttes de compétition, de dévaluation compétitive. Et si nous devions, avec l'endettement qui est le nôtre, avec le déficit budgétaire qui est le nôtre, nous fonder sur le franc, ben on verrait la valeur du franc fondre. Et donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le problème soit une crise de l'euro, c'est une crise des dettes souveraines, mais ce qui est un vrai problème aujourd'hui, effectivement, et ça renvoie aux autres questions qui ont été posées, y compris aux comptes que je dois rendre, c'est qu'il y a un manque de réactivité de l'Europe. Il y a eu sans doute un manque de solidarité. Je pense qu'on aurait pu régler sans doute le problème grec, pour toi, amorcer son règlement plus aisément si on avait fait l'effort plus vite, plus fort tout de suite. Et il y a une absence de réactivité de l'Europe face à la crise.
Et là, je viens aux comptes que je devrais rendre. C'est d'ailleurs les seuls comptes que j'ai à rendre. Hein. Pour le reste, je n'en ai pas d'autres. Hein. Je suis quand même le seul Premier ministre français à être parti sans les fonds spéciaux, quand même. Hein. Alors, de ce point de vue-là, en matière de comptes, je suis net. Moi. Mais je ne veux pas fuir votre question, parce que je la prends tout à fait au sérieux. Honnêtement, on peut être plus ou moins fédéraliste. Et de toute façon, ce n'est pas parce qu'on faisait l'euro qu'en même temps, on pouvait changer l'Europe politique automatiquement. Il y avait un accord pour l'euro. Quand je suis arrivé au gouvernement, la décision de passer à l'euro en 2000, elle était prise. Elle était prise par les gouvernements qui l'avaient ratifiée, et je veux vous rappeler qu'elle avait été prise par le peuple français lui-même, puisque de peu, il avait ratifié le traité de Maastricht, quand François Mitterrand l'avait proposé en référendum. Donc moi, j'ai eu à appliquer les décisions du peuple français, ratifiées par référendum, et les décisions européennes. Mais j'étais d'ailleurs favorable à l'euro. Mais ça n'est pas parce que nous réalisions l'euro, et je me suis efforcé, ce que je me suis efforcé de faire pour répondre aux comptes que vous me demandez, c'est de faire que cette décision ne soit pas purement et simplement une décision de caractère monétaire, mais qu'on avance vers ce que j'appelais à l'époque un gouvernement économique de l'Europe, c'est-à-dire vers une concertation des politiques économiques, de façon à ce que, à l'outil monétaire, on ajoute une coopération budgétaire et même de politique économique. Et je n'ai pas trouvé toujours les partenaires pour le faire. Mais passer à ce moment-là à l'Europe fédérale supposait alors une révision des traités massive, supposait de passer par-dessus des désaccords de pays, et cette question n'a jamais été véritablement posée. Mais je vais plus loin encore. Il ne suffirait pas qu'une Europe soit fédérale aujourd'hui pour qu'on règle les problèmes de sa crise s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de politique économique coordonnée, si on ne décide pas de choisir un chemin entre l'austérité et l'endettement, si on n'est pas plus réactif, si on ne mène pas des grandes politiques économiques, des politiques de projet, si on n'appuie pas davantage la recherche, l'éducation, la formation. C'est-à-dire que ça, c'est un problème de volonté politique et de grandes orientations, et ce n'est pas tellement un problème institutionnel pour savoir si l'Europe est plus ou moins intergouvernementale ou plus ou moins fédérale. En tout cas, donc c'est pourquoi je pense ne pas avoir trop de comptes à rendre sur ce terrain. Et le problème essentiel aujourd'hui, c'est que les pays européens, France, Allemagne, mais aussi d'autres, aient une véritable volonté politique de réaction à la crise, indépendamment du débat institutionnel. Reprendre la planche à billets, comme vous dites. Oui, c'est une vraie question aussi, mais qui malheureusement est pour le moment tranchée, et c'est sans doute regrettable. Moi, comme je vous ai dit, je suis arrivé au gouvernement en 1997 et j'avais Maastricht. Et Maastricht, c'était l'euro, mais c'était aussi l'indépendance de la Banque centrale. C'était une banque centrale européenne, c'était une banque centrale indépendante qui ne recevait pas d'instructions, c'est normal, mais même à la limite pas d'indication de l'État. Dès qu'on disait quelque chose, me te trichait, c'est mauvais. Bon, hein. Et donc, banque centrale indépendante. Et ça, c'était la vision de l'Allemagne, au fond, il faut bien le dire. Quand Mitterrand et Kohl ont discuté, Mitterrand, il a un peu mis l'euro dans la balance, et Kohl, il a mis la rigidité budgétaire et l'orthodoxie budgétaire, et donc l'indépendance de la Banque centrale dans la balance de son côté. Et donc, même si on le sait, la Banque centrale, au-delà de ce que pouvait apparaître son mandat, est intervenue pour acheter des titres, hein, des titres de la dette grecque notamment, ce qui n'a pas toujours fait plaisir à l'Allemagne. C'est vrai qu'on est devant un paradoxe aujourd'hui, et donc la question posée est tout à fait pertinente à cet égard. C'est que les banques peuvent se réescompter auprès de la Banque centrale à des taux d'intérêt auxquels les États, alors que c'est leur banque, ne peuvent pas prétendre pour leur propre dette souveraine, si vous voulez. Alors là, il y a un problème et une inégalité.
moi, je serais tout à fait favorable. Je ne sais pas ce que fera François Hollande, je crois connaître un peu son opinion, mais je ne sais pas ce qu'il ferait s'il était aux responsabilités. Mais je pense qu'il ne faut pas rester avec ce schéma rigide d'une banque centrale qui n'a en tête que le problème de l'inflation et qui ne se pose pas le problème de la dette de ces États. Donc cette idée que la Banque centrale puisse prêter aux États, je pense que c'est une idée assez féconde. Évidemment, si on la présente, notamment aux autorités de Francfort, sous la formule planche à billets, qui va rappeler les périodes détestables de l'inflation, on n'aura pas un grand succès auprès des Allemands, compte tenu de leurs souvenirs historiques. Mais je crois que vous avez posé une bonne question et que donc il va falloir travailler aussi sur ce dossier. On va prendre une nouvelle question. Alors, je ne sais pas où ils sont. Il y a des questions là à droite. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Moi ma question c'est par rapport à la circulaire du 31 mai pour les étudiants étrangers, donc la circulaire dite Guéant. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est plutôt contre le changement de statut des étudiants étrangers. Et quelles sont selon vous les réelles motivations de cette circulaire et s'il y a un objectif au niveau des élections ou autre. Voilà, merci beaucoup. Cette circulaire est détestable. Elle est tellement détestable qu'elle a dû être amendée par ses auteurs de façon, à mon sens, insuffisante. Elle est démagogique. Elle est, alors pour le coup, populiste, mais au plus mauvais sens du terme. Elle est contraire à l'intérêt de la France, à son rayonnement. Et je crois d'ailleurs que le candidat que je soutiens a déjà annoncé qu'il reviendrait sur cette circulaire, dont même les auteurs d'ailleurs n'arrivent plus maintenant à assumer, si j'ose dire, l'intégralité. Il y a d'autres questions. Oui, j'ai le micro si vous permettez. Je suis là. À votre gauche. Oui, je suis là. J'ai deux questions à poser. Alors la première s'adresse à M. Jospin, ancien Premier ministre. La gauche a toujours été hostile, en tout cas au début des années, la fin des années 50 et début 60, à la Ve République. Et au fur et à mesure, on a vu qu'elle s'accommodait finalement aux institutions de la Ve République, mais certains hommes ou certaines femmes politiques ont toujours gardé cette hostilité au point de proposer de passer une 6e République. Et ma question est de savoir, est-ce que vous, ancien Premier ministre, vous pensez que cette République doit changer? Est-ce qu'elle doit être encore réformée plus qu'elle n'a été jusqu'à présent? Et ma deuxième question, elle s'adresse à Lionel. Est-ce qu'il vous arrive, en vous rasant le matin, de dire « qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise en me retirant de la vie politique ?» S'il y a une deuxième question par rapport aux institutions, en tout cas en France, au système politique en France, non. Ou en tout cas par rapport à Lionel, apparemment, parce qu'il y a des questions. Non. C'est un tout autre sujet. Oui, c'est vrai, la gauche, vous avez raison, a été longtemps hostile à la Ve République. Et puis, elle s'y est d'une certaine façon ralliée. François Mitterrand avait une formule que je n'avais pas aimée d'ailleurs, qui était de dire « ces institutions étaient mauvaises avant moi et elles seront mauvaises après moi ». Je crois que malheureusement, en tout cas dans le deuxième septennat, on a vu qu'elle pouvait être en partie pas tout à fait excellente, même avec lui. Mais nous y sommes adaptés. Pourquoi? Parce que, si on va à l'essentiel de ce qui est l'esprit de la Ve République, nous ne pensions pas que nous pouvions aller devant le peuple français en lui disant « nous allons vous retirer le droit d'élire le président de la République ». Je crois que c'est à tort ou à raison. Nous ne sommes pas dans un système parlementaire pur, spécifique, comme dans la plupart des démocraties européennes.
Nous sommes dans un système mixte, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le président de la République est élu au suffrage universel. Et à partir de ce moment-là, ça lui donne évidemment un poids, puisqu'il est élu dans une seule circonscription, alors que les députés sont élus chacun dans leur circonscription. Et nous nous sommes dit que cela ne pouvait pas être changé, cet élément fondamental. Donc même ceux qui sont partisans d'une 6e République n'évoquent pas, je crois, ils l'ont fait peut-être partiellement à un moment, mais n'évoquent pas l'idée de supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est maintenant irréversible. Il y a des réformes que l'on peut instiller, enfin introduire dans ces institutions, touchant notamment le rôle du Parlement, touchant aussi le statut du président de la République, la façon dont on peut le mettre en cause. Mais je crois qu'un des sujets essentiels, moi j'en ferai d'ailleurs, pardonnez-moi de faire cette publicité, mais j'en ferai d'ailleurs le thème de mon prochain éditorial sur LCI à 19h10 demain, c'est je pense qu'il faut restaurer ce que j'appellerais un État républicain. C'est l'esprit républicain qu'il faut maintenant restaurer, instaurer dans notre pays. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Comment dirais-je ? Est-ce que Lionel pense avoir fait une bêtise en se retirant de la vie politique? Aujourd'hui, devant vous, dans cette atmosphère détendue, la réponse est forcément non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une main levée depuis le début, au milieu. Non. Quand je dis que je suis retiré de la vie politique, ça veut dire que je n'ai plus de mandat, que je n'ai plus de responsabilité politique. La nature de ce débat, les interventions que je peux faire, montrent que je peux intervenir dans la vie publique française, mais si je ne le fais pas de façon très fréquente, parce que je ne vois pas pourquoi je me transformerais en commentateur de la vie politique, mais je reste profondément engagé, mais je laisse aussi à la nouvelle génération le soin d'assurer la suite, c'est normal. La question pouvait encore se poser au lendemain de 2002. Elle ne se pose plus, honnêtement, 10 ans après. Donc, voilà, je suis en accord avec moi-même dans ma façon d'être et d'agir aujourd'hui. Bonjour monsieur. Alors moi, je voudrais en revenir au moyen d'améliorer le système financier. Donc j'avais une question en fait assez spécifique puisqu'elle concerne la finance islamique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, la finance islamique en tant que modèle éthique a ses chances dans une France justement, dans une France parcourue par une islamophobie latente entre guillemets, avec des débats souvent qui souffrent souvent d'une désinformation et d'un manque de recherche et de culture dans ce domaine-là? Je suis naturellement profondément contre toute islamophobie ou toute tentation islamophobe. Je ne suis pas du tout bien informé sur la finance islamique. Je ne connais pas bien la façon dont on pose la question du taux d'intérêt dans cette vision à la fois religieuse, philosophique et financière. Donc, je ne peux vous répondre de façon catégorique que contre l'islamophobie et je ne peux pas prendre position pour la finance islamique. D'accord, je vous remercie. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Donc, ici, je suis élève en première année à Sciences Po Paris. Et donc, en étudiant les projets, du moins les programmes économiques et européens de l'UMP et du PS, j'ai pu remarquer des propositions qui sont assez similaires, notamment sur la question de l'émission d'euro-obligations à l'échelle européenne et à l'échelle nationale sur la question de la réduction des déficits budgétaires et de la dette publique. Et donc j'ai deux questions. La première est la suivante. Comment est-ce que le Parti socialiste peut prétendre résoudre les problèmes actuels avec des mesures que l'UMP a essayé de mettre en place sur les 5 années et qui ont échoué, comme vous le savez? Et ma deuxième question sera, comme les programmes économiques européens des deux partis sont relativement similaires, est-ce que vous pensez
que ce sont les programmes sociaux, donc sur les questions comme le mariage homosexuel, l'éducation et l'immigration, qui vont être déterminants dans cette campagne. Merci. Non, je ne le pense pas. Je pense que ce serait une erreur de croire que les distinctions, les clivages peuvent se faire sur ces thèmes. Ils peuvent exister, mais ils ne sont pas essentiels. À mon avis, je pense que l'erreur d'un homme comme Zapatero, par exemple, a été de croire que ce soit essentiellement sur ce terrain que les distinctions puissent s'opérer. Moi, je pense que le terrain de l'économie et le terrain du lien entre l'économique et le social, le terrain du partage des efforts, du partage des sacrifices en fonction des contributions de chacun, des possibilités de chacun, restent des critères de distinction essentiels. Je ne vais pas rentrer dans une discussion sur les programmes, ce n'est pas mon rôle. François Hollande fera d'ailleurs ses propositions spécifiques, même si c'est exprimé au Bourget dimanche dernier seulement demain. Nous verrons bien ce qu'il en est. Donc je ne crois pas que les programmes de l'UMP et du PS soient aussi proches que vous l'indiquez. On le voit sur des questions comme la TVA, par exemple, sociale, mais on le voit aussi sur l'attitude à l'égard des services publics, on le voit sur l'attitude à l'égard de l'investissement, de la banque publique. Enfin, je crois qu'il y a des tas de questions qui différencient les deux programmes, c'est ce que je voudrais vous dire, même si je n'ai pas maintenant vocation à entrer dans un examen comparé de ces deux plateformes. De toute façon, c'est le programme, non pas de l'UMP, mais du candidat qui représentera l'UMP, qui sera dans le débat dans quelques temps, de la même manière que la plateforme qui sera présentée demain par François Hollande donnera les grandes lignes de la confrontation sur l'ensemble des champs, et j'espère aussi sur le champ économique et social. On va prendre une dernière question. Donc bonsoir, je m'appelle Cécilie, je suis en première année à Subdeco. Et ma question, elle fait un peu office de scénario catastrophe. J'aurais aimé, selon vous, savoir ce qui pourrait se passer si aux prochaines élections électorales, le Front National passait et donc était élu. Et comment ça se passerait pour la France et dans ses relations avec les différents pays européens. On a eu 2 heures de discussion extrêmement agréable, empreinte de lucidité, mais pas dénuée d'un certain optimisme. Pourquoi voulez-vous endeuiller notre soirée en imaginant des scénarios non réalisables dans cette élection et qui nous assombriraient tous? Donc, comment dirais-je? Voilà une dernière question qui doit être sans réponse, dans la mesure où non pas cette prédiction, j'espère cette crainte dans votre bouche ne se réalisera pas. Je pense qu'un pays comme le nôtre doit maîtriser les problèmes qui sont les siens en gardant au cœur ses valeurs, ses principes, une certaine vision de la République, une certaine conception de l'homme, des rapports des hommes entre eux, que ce soit sur le territoire national ou que ce soit dans les relations internationales, et que le message que répand le Front National est étranger à cette réalité. C'est même assez étrange de voir à quel point cette formation qui n'aime pas l'étranger est étranger à ce que nous sommes.